un soulèvement généralisé. Et comme l'intifada, exactement comme l'intifada palestinienne d'aujourd'hui, le soulèvement se nourrit des effets qu'il produit lui-même, comme un feu qui se nourrit des gaz qu'il dégage, et ce sont les gaz qui brûlent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ce soulèvement généralisé des villes a créé quelque chose d'irrévocable, de toutes les façons, que personne ne pouvait arrêter. Horizontier TV vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro consacré à l'histoire. En ce mois d'août, l'Algérie célèbre deux événements majeurs qui ont marqué la glorieuse guerre de libération nationale. La première partie de l'émission sera consacrée à l'offensive du Nord constantinois menée le 20 août 1955 par l'armée de libération nationale sous le commandement de Zirou Youssef. Pour parler de cet événement, nous avons avec nous M. Boukhalifa Amazit, journaliste et spécialiste de l'histoire de la Révolution du 1er novembre. Bonjour. Bonjour. Monsieur Boukhalifa Amazit, bienvenue sur notre plateau. Pour commencer, au début du mois d'août 1955, 10 mois se sont écoulés depuis le déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Où en est la situation sur le terrain en cette veille du 20 août 1955? D'abord, merci de m'avoir invité. Bienvenue. Et je suis très heureux de me retrouver sur votre chaîne. Et d'emblée, comme ça, c'est vrai qu'il faut faire le bilan de ce qui s'est passé. Et surtout de ce qui ne s'est pas passé aussi. Parce qu'il faudrait voir cet aspect de la question aussi pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette insurrection généralisée du Nord constantinois, comme on l'appelle, c'est une insurrection généralisée. Donc nous sommes au 10e mois. Le niveau de mobilisation au niveau national, entre le 1er novembre, c'est-à-dire le début de ce qui sera le conflit contre le colonialisme français jusqu'à 62, il faudrait revoir donc tout ce qui a été parcouru. Le 23 octobre 1954, voit la réunion décisive de ce qu'on appelle les pères, les fondateurs, ceux qui ont lancé, qui ont pris la responsabilité d'engager le peuple algérien dans un mouvement historique qui marque l'histoire de ce pays jusqu'à aujourd'hui et qui va longtemps marquer aussi notre pays. Ils avaient pris rendez-vous après la réunion, ils avaient pris rendez-vous pour le mois de janvier, se revoir pour faire le point. Autre élément, la décision qui avait été prise, c'était un déclenchement national, simultané, avec beaucoup de bruit, d'éclats, de montrer qu'il y avait la volonté d'aller très loin. Mais il fallait, comme la vague puissante, il fallait marquer un temps de reflux pour organiser les maquis. Je ne dirais pas la hâte avec laquelle a été préparé, a été déclenchée cette étape historique, la hâte avec laquelle, c'est-à-dire nécessiter effectivement un temps d'arrêt, de réflexion, et puis reconnaître les lieux et surtout organiser le champ de bataille qu'allaient être les montagnes, les campagnes, le monde paysan, le monde rural, le monde des fellahs. Donc il fallait organiser tout cela. Parce que le mouvement national, auparavant, avait été aussi loin qu'allait la route goudronnée. C'est-à-dire que c'était pratiquement les villes où il y avait le recrutement de militants. Les campagnes aussi ont été touchées par le biais
de l'émigration. Par exemple, ceux qui revenaient d'Europe, et on sait que le mouvement national a commencé dans l'émigration dans les années 20. Il y avait effectivement par les contacts entre les villes et les campagnes, il y avait, mais la mobilisation, disons que l'idée nationaliste avait fait du chemin, mais la mobilisation en vue de l'indépendance, du grand projet que s'était fixé le 1er novembre, n'était pas suffisant. Donc, il fallait voir cela aussi avec au niveau que ce soit au niveau tout le niveau national. C'était inégal, comme on disait. La Wilaya 2 que dirigeait Zéhot Youssef après la mort de Didouche Morad, la Wilaya 2 donc a été touchée par la mort de Didouche. Hein. Deux, il ne faut pas oublier aussi que la Wilaya 2 a été ébranlée par la répression de 1945. Guelba, Sétif, Karata, qui sont dans la sphère d'influence de la Wilaya 2. Il fallait également, pour Ziroud, et quand je dis Ziroud, c'est l'ensemble du conseil de la Wilaya. Ils s'étaient réunis, ils se sont réunis, je crois que c'était à Wadaska ou un an, je crois que c'était ça. Ils s'étaient réunis et ils avaient pris cette très grave décision de lancer une offensive généralisée qui allait toucher l'ensemble de la Wilaya. Non qu'il y ait, c'est-à-dire il y avait la mobilisation n'avait pas touché tout le monde. Hein. Deux, et les historiens s'accordent à le dire, et les témoins, j'ai moi-même interviewé le défunt colonel Salah Boubni, qui m'avait parlé effectivement d'un contact entre Ben Boulaïd et Ziroud. Ben Boulaïd demandait à ce qu'il y ait une action pour pouvoir desserrer les taux qui étaient sur les Aurès, et c'était très important. C'était d'ailleurs, lorsqu'on lit la presse de l'époque, tout était concentré sur les Aurès. Donc il fallait desserrer cet étau. Il y a même la réaction de la France, ou du gouvernement français de l'époque, après le 1er novembre, où disons une position ferme, disant que l'Algérie fait partie de la France, et que et Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur, déclarait que c'est une opération de rétablissement de l'ordre, et non pas faire face à Absolument. Bon, c'était Abatna qui avait déclaré qu'il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation, donc il a fermé court à toute possibilité de négociation. Donc il y a eu cet argument. Il y avait également, du point de vue stratégique, le manque de contact, le manque d'information entre les différentes wilayas. Le seul système d'information qui existait, c'était le système colonialiste et colonial, la radio, les journaux. Et lorsque des maquisards de la Wilaya 2 lisaient, ou à travers les journaux, ou en écoutant le transistor, c'est une très grande invention qui va énormément servir la cause, bon, qui a malheureusement été fatale pour Ben Boulaïd. Donc, ils apprenaient qu'il y avait des accrochages à Tlemcen, des accrochages à Ben Abbas, des accrochages en Kabylie, au sud. Donc, ils disaient, bon, donc ça marche là-bas aussi. C'était la seule information qu'ils avaient. Mais le système des agents de liaison qui va être mis en place après le congrès de la Soumane, et qui va être d'une efficacité redoutable et d'une précision remarquable, parce que on pouvait envoyer ensuite une lettre qui allait des maquis du Nador et jusqu'aux Aurès, une lettre va parvenir. Donc il y avait des échanges, l'information circulait, et c'est très très important. Donc tout cela combiné
à la volonté de créer l'événement qui allait définitivement séparer le colonisé du colonisateur. C'est-à-dire que détruire le système administratif colonialiste et colonial, de détruire d'une façon définitive. Donc, c'est pour prendre conscience un petit peu pour nos spectateurs, téléspectateurs, prendre conscience, c'est l'intifada. C'est une intifada. Ce ne sont pas les images qu'on voulait donner, oui, des paysans avec des fourches et des haches qui vont aller affronter. Non. C'est un soulèvement généralisé. Et comme l'intifada, exactement comme l'intifada palestinienne d'aujourd'hui, le soulèvement se nourrit des effets qu'il produit lui-même, comme un feu qui se nourrit des gaz qu'il dégage, et ce sont les gaz qui brûlent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ce soulèvement généralisé des villes a créé quelque chose d'irrévocable, de toutes les façons, que personne ne pouvait arrêter. La répression a été terrible, 12 000 morts, et j'ai posé la question à Salah Boumni de l'air. J'ai posé la question, je lui ai dit, comment le chiffre de 12 000, comment a-t-il été il y a Benjamin Stora qui parle de 10 000, l'historien français. Oui. Bon, moi, je reviens sur le chiffre de 12 000. Il m'a expliqué que ils avaient demandé à Bentoba de recenser les victimes, de faire recenser, de recenser les victimes pour indemniser les familles. C'est-à-dire qu'il donnait une petite allocation aux familles qui ont été touchées, dont le chef de famille ou un membre de la famille a été touché. Et c'est comme ça que le chiffre de 12 000 a été atteint. J'ai posé également la question, et on peut la retrouver dans la presse, est-ce que vous ne trouvez pas que 12 000 morts, que l'action politique et militaire, est-ce que les 12 000 morts n'étaient pas de trop, quoi. Il m'a dit, je ne sais pas si un mort ou les 1000 morts ou les 2000 auraient suffi, mais pour nous, c'est une décision que nous avons prise. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Il fallait le faire. Nous pensions qu'il fallait le faire et nous l'avons fait. Pour revenir un peu au nombre de morts, c'est-à-dire que la région, en 10 ans, il y a eu les massacres du 1945, 10 ans plus tard, pratiquement, presque le même mois, 12 000 morts dans le nord constantinois. Comment est-ce que, selon les témoignages, comment les populations de cette région ont pu, disons, supporter un tel niveau de sacrifice? C'est-à-dire que la colère a fait le reste. Les Algériens, qu'ils soient de cette région ou de toutes les autres régions d'Algérie, connaissent le colonialisme. Ils savent, depuis 1830, ils savent quelles sont les réactions du colonialisme. Ils savent à quel point, c'est-à-dire que le grand projet de changement de population qu'il y a eu, qui est né en 1830, la volonté exprimée juste après 1830, de génocider ce peuple pour le remplacer, c'était le grand projet de remplacement. Donc, ils savaient, les Algériens savent qu'est-ce que c'est que la France. Ils connaissent la France, ils connaissent sa violence, ils connaissent le projet colonialiste n'est jamais parvenu à ses fins. Donc, les populations se sont mobilisées davantage. Le problème, c'est-à-dire comme disent les Moudjahidines, ils disent que nous n'avons jamais eu de problème d'hommes. Le problème que nous avions, c'était l'armement. L'armement. Et l'armement, quand on pense, dans les mémoires, dans ses mémoires, Sibn Tobel disait une chose aussi, il expliquait que au départ, Did de Shumurad n'avait pas 30 fusées. Oui. Toute la wilaya 2, il y avait
je crois qu'il avait 26 fusils. Je pense que toutes les régions, Et les toutes zones les à régions l'époque étaient. n'étaient pas Il y vraiment avait, dotées. il y avait ceux qui étaient les deux régions qui étaient les plus. Qui avaient des fusils de chasse, c'était les Aurès et Les la Aurès Kabylie. et la Kabylie. Il y avait, certaines régions pouvaient aligner jusqu'à 700 fusils. 700, les Aurès plus, un peu plus. Les Aurès, il y a eu des largages de la Seconde Guerre mondiale, les largages des Allemands de la Seconde Guerre mondiale. Ils pensaient s'associer, s'allier les populations locales contre le colonialisme français, mais les populations locales ont compris, grâce au travail des militants, des responsables, qu'il ne fallait pas s'associer avec les nazis, même si, effectivement, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et ça, c'est très important. Donc, les populations ont réagi, et ce qui a fait écrire et dire à Frantz Fanon dans un article paru dans le Moudjahid à l'époque, plus rien ne serait comme après le 20 août 55. C'était la rupture totale entre le colonialisme et disons que l'un des points les plus importants du 20 août 1955, c'est cette préparation. C'est-à-dire que Ziroud Youssef, avec ses compagnons, ont préparé une offensive d'une telle ampleur et populaire sans que le service de renseignement français puisse oui, ça être informé. Ça, c'est très important. Mais il y a le caractère populaire de la révolution algérienne. Et dès le départ, ils ont fait de cette phrase de Ben Mehdi un programme où il disait cette fameuse phrase « Jeter la révolution dans la rue, elle sera reprise par des millions d'hommes ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il fallait, dès le début, il fallait impliquer à tout prix impliquer les populations. Et c'est périodique. On verra cela avec le soulèvement généralisé du Nord constantinois. On verra ça au Congrès de la Soumane. Les populations ont protégé le Congrès. On verra ça en décembre 60, en juillet 61, en octobre 61. Et c'est périodique. On a impliqué le peuple dans ce grand projet de libération nationale. C'est pour ça que quand on parle du 20 août 1955, on parle d'Ossarès, je pense, qui était à l'époque chargé du renseignement. Et là, il a subi une gifle. Bon. Plus tard, il a essayé un peu de se rattraper pour dire qu'on était au courant, mais bon, là, je pense pas ils n'ont jamais été au courant. Donc, l'après-20 août 1955, on peut parler d'un nouveau souffle de la Révolution, c'est-à-dire réellement, la Révolution a pratiquement touché tout le territoire national. C'est-à-dire le 20 août 1955. C'est-à-dire c'est là où c'est tout le pays qui était, disons, touché par... Ce n'est pas un hasard, si l'idée du Congrès de la Soumane est partie de la Wilaya 2. Elle est partie, c'était une proposition de la Wilaya 2 qui avait été faite de réunir, parce qu'il était temps de le faire, de réunir tous les responsables et de les réunir en Wilaya 2 d'ailleurs. C'était au départ l'idée, et c'est une lettre, un courrier qui existe de la direction de la Wilaya 2 à Ben Ramadan à Alger et aux autres wilayats de se réunir, de se voir, de se concerter. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que on avait atteint le point de non-retour. Le massacre de masse qui avait été opéré par l'armée française et les colons. On fait qu'on ne pouvait plus revenir en arrière. C'était fini. Les gens brûlaient leurs papiers, les gens déchiraient leurs papiers, les gens, la répression
est arrivé avec le début, les premières zones interdites, etc. Toute la Déplacement des stratégie de guerre populations, totale, la guerre totale. toute la stratégie de guerre totale était, Et a la été mise en mobilisation place des appelés en après le France, 20 août. et la Ah mobilisation oui, qui bien s'est sûr, oui, accélérée oui. des appelés en France. Il y a aussi un impact international, c'est-à-dire le 20 août, Bien la sûr. France, le peuple français s'est rendu compte, c'est-à-dire je parle en France, qu'il y avait une véritable guerre en Algérie. Sur le plan international, les images et tout ce qui s'est passé, donc, a eu un Absolument. impact et on commençait, c'est-à-dire à parler non pas d'événements, mais carrément une guerre. Ils ne voulaient pas, le colonialisme a refusé d'aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire reconnaître qu'il y avait une guerre. On ne peut pas être en guerre dans son propre pays si on dit que c'est une question franco-française. Donc ce sont 3 départements qui se soulèvent contre contre l'autorité centrale. D'un autre côté, quand on envoie des avions bombarder des départements, il se trouve que ces départements, ce sont justement ceux du département français, département français du Maghreb, et non pas, ce n'est pas contre les départements des Alpes de Provence ou de Bourgogne. Donc il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Et cet euphémisme, événement, pacification et tous ces euphémismes pour désigner une guerre totale, c'est du napalm qu'on déversait. Ce n'était pas de simples des camions des ratissages, des opérations. C'était la guerre totale. Tous les moyens ont été mis en œuvre. Tous les moyens ont été mis en œuvre. Et dire que la France n'a reconnu l'état de guerre en Algérie qu'après, je pense, c'est en 99. C'est en 99 que le terme guerre a été utilisé en remplacement au terme rétablissement de l'ordre. Oui. Bon, il y a quelque chose d'administratif aussi, parce que pour toucher les pensions, etc., pour tout ce monde-là, donc il fallait appeler les choses par leur nom. Mais seulement, ce que la France a toujours en fait refusé d'admettre, c'est que ce conflit était un conflit entre un colonisateur et des colonisés. Jusqu'à aujourd'hui, ils refusent d'admettre qu'ils avaient, comme disait Camus, placé leur siège à contresens de l'histoire à l'envers, qu'ils regardaient de l'autre côté, parce que ils ont refusé d'admettre la décolonisation de l'Algérie, bon, comme ils ont parlé, bien sûr, de décolonisation de l'Afrique, parce que c'était d'une façon pacifique. Mais ça a été la guerre d'Algérie et les leaders africains et notre Modibo Keïta du Mali, un grand nationaliste africain, qui disait que nous avons tous surfé sur la vague de l'Algérie, la vague de la révolution algérienne, pour nos indépendances. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, de jeunes leaders africains commencent à se rendre compte de l'attitude à avoir par rapport à l'ancien colonisateur qui refuse de reconnaître le fait colonial. Quand on a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais jamais, jusqu'à aujourd'hui, on parle des bienfaits de la colonisation. Imaginez qu'on parle des bienfaits de l'esclavage. Ça dépasse l'entendement. Monsieur Boukhalifa Hamazit, merci pour ces éclairages et merci à vous. À tout à l'heure. Merci. Merci.